Et bienvenue à Hogwarts. Aujourd'hui Hogwarts, nous allons travailler à nouveau à la boule, le lair, la sphère, la pyramide. On part là-dessus, dimension 3. Alors j'avais fait tout un cours, vous voyez, j'ai fait les calculs. Je recommence tout, pourquoi parce que c'était surexposé, je vais essayer de faire mieux. Voilà, comme ça m'oblige à faire mieux. Alors en plus j'ai des dessins à tout fait, j'ai 7 trucs là. Alors faut que je me rappelle quel était mon plan parce que j'avais improvisé. Bon maintenant c'est un peu moins improvisé, mais c'est pas grave. Alors c'est parti. Alors ce qu'on va faire, allez c'est parti. Alors quel problème on part du cercle toujours, là où on avait laissé l'autre jour. Imaginons je pars du cercle comme ça. Je pars du cercle. Je pars d'un sinus 1. C'est l'angle qui vaut 1. Je crois que c'est des radians, je suis même pas sûr que ce soit ça. Quand on utilise dans la maths, que ça s'appelle, vous savez, avec le 360 degrés là. Là, là, 2pi. Alors là, c'est 1. Donc, on fait donc sinus. Et donc, on fait la série des sinus K. Donc, sinus 1, puis sinus 2, puis sinus 3. Et ce truc, on le fait autant de fois qu'on veut, ça ne retombe jamais sur lui-même. Et on va l'associer à la brique 1, la brique 2, la brique 3, la brique 4. Faire une correspondance. Et alors maintenant on va donc c'est le problème qu'on avait, ce qui fait que au lieu de faire la projection classique, si on prend un truc comme ça là, ça va me servir, j'ai chopé ça dans la rue, ça va me servir à faire mon estrade. Et donc imaginons ça, je tourne comme ça, vous voyez le principe. Ça c'est une projection classique, c'est linéaire, bon, un tour on a tous les points. Sauf que moi c'est pas ça, c'est que je prends un point juste, je suis là. Et à chaque tour, je prends ce point-là. C'est pas ce que je fais non plus. Parce que je prends ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là, puis ce point-là. Donc à chaque fois que je passe comme ça, c'est un nouveau point qui arrive. Donc en fait, c'est pas vraiment le même truc. Donc c'est pas une projection classique où on tourne le truc et le truc se dessine. En fait, après ça tourne. Des fois c'est un point différent. 1, 2, 3, 4. D'un côté c'est linéaire, de l'autre côté c'est aléatoire. Maintenant on va faire pareil avec la pyramide. Alors ce que l'on peut se poser déjà quand on a une pyramide, c'est voir comment on peut faire, comment mettre en rapport ça, avec quand une dimension supplémentaire, ça, là il y en a 3 même, c'est quoi le rapport? Alors moi je pense qu'il faut partir sur une approche de reste. Le reste, alors qu'est-ce que j'entends par reste? Quand on a un escalier qui part, imagine là il passe par là l'escalier, là c'est un point, c'est le quadrillage, et paf j'ai une pente comme ça, et là j'ai un truc comme ça, donc j'ai un truc comme ça fait ça, vous voyez ça fait un truc comme ça, c'est l'escalier, et après là il n'y a pas ça, il y a une suite de restes, les restes c'est la distance là, vous voyez, puis cette distance là, cette suite de restes, est une suite de nombres, compris donc entre 0 et 1, comme ça, ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Parce que 0 c'est là, c'est quand ça touche. Entre 0 et 1, ils sont, bon, on va dire, aléatoires ou pas, enfin ils sont compris là. Et ça peut être égal à 0 ou pas. Ils peuvent être tous distincts ou pas. Ça dépend. Si c'est une pente rationnelle, il y aura un nombre fini de restes. Si la pente est rationnelle, le nombre de restes, ce sera un nombre fini. Et il y aura une infinité de fois les mêmes restes qui reviendront. Ça peut être par exemple 0, là c'est 0, puis 0,2, 0,35, et après ça retombe à nouveau sur 0. Pourquoi? Parce que c'est rationnel. C'est un truc qui se répète à chaque fois. Si par contre la pente est irrationnelle, ce qui est le cas de nos pyramides, parce qu'on utilise des pentes irrationnelles dans nos pyramides, si par contre la pente est irrationnelle, alors, je vais juste baisser le son là, excusez-moi, une pute, autre pute, un autre pute, juste un peu fort, hop, voilà, parti. Alors si la pente est, donc est irrationnelle, ils seront tous distincts les nombres, déjà, faut le savoir. Je peux faire des démonstrations si vous la faites, de toute façon on va le faire après dans la pyramide, donc ça, on le verra tout à l'heure. Ils seront tous distincts les nombres, ça passera qu'une fois par 0, pas 2. Et encore, seulement si ça passe par 0, ils sont tous entre 0 et 1.
ils seront tous irrationnels, tous entre 0 et 1, ça converge nulle part. Ce sera une suite de nombres infinis compris là-dedans. Une suite infinie de nombres compris là-dedans. Tous distincts. On peut en extraire tout de suite une convergence, vous allez dire. Ah, mais convergence vers quoi? Ah, je crois qu'il y aura des suites convergentes dans tout ce qu'on voudra presque. Enfin, on va essayer de voir notre pyramide là-bas, scolaire. Donc l'idée, c'est que le truc 0,1 là, on va le rapprocher au sinus. Bon, sinus c'est entre moins 1 et 1, vous allez dire. Ouais, bon, c'est l'idée quoi. L'idée c'est entre 0 et 1 et c'est à peu près la même chose. Ce truc on va le mettre là. Donc on parle de notre pyramide que j'ai dessinée ici, je l'ai dessinée là. Parce que je me suis amusé à faire cette pyramide. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est, imaginons, on va dire n égale 32. N égale 32, c'est la valeur. On va essayer de voir l'hyperplan qui va définir ce truc-là. Il sera défini par la droite qui passe là, qui passe ici, là, comme ça, là, de pente sur le XY, là. De pente ln de 3 sur ln de 2, celle qui est ici, là, de pente ln de 5 sur ln de 2, et la troisième de pente ln de 2 sur ln de 5 qui est comme ça, là. On a un truc qui est bien défini. Et on aura des restes qui seront définis. Le reste qui est là, le reste qui est là, le reste qui est là. Et tous ces restes-là, on pourra les définir. Alors, la question qui se posera, c'est savoir comment on définit le reste par rapport à quel angle. Imaginons j'ai un hyperplan, mais ce coup-ci vraiment un hyperplan tout plan. Et j'ai la pyramide qui est là, en dessous l'hyperplan. Là, ce coup-ci, c'est le vrai hyperplan, parce que vous voyez les trucs, des fois j'appelle ça un hyperplan, mais c'est différent. Là, on parle du vrai hyperplan, l'espace vectoriel, qui est au-dessus de la pyramide, qui définit la valeur. L'hyperplan qui définit la valeur, qui est tout plat, donc la pyramide en dessous. Et on peut se dire, donc, les restes, c'est les distances de la pyramide par rapport à l'hyperplan. Mais dans quelle direction? Dans quelle direction, on va dire? Bon, on va dire, dans ce cas-là, le plus court, on pourrait dire. Non, c'est pas ça qu'on fait, nous. On va faire par rapport à des coupes. Alors, on peut faire par rapport à une coupe 2, c'est-à-dire en tombant vers le X, vers le Y, ou vers le Z. Comme ça. Hein. Donc, si X on a mis 2, ben, c'est vers le 2. Et enfin, moi j'ai mis X, c'est vrai, moi j'inverse les X. Excusez-moi, c'est vrai, j'inverse mes repères, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on va dire 2 ou 3 ou 5. Par rapport à 2, par rapport à 3, par rapport à 5. Ça c'est une Y pour vous, mais c'est un 2. Par rapport à 2, c'est-à-dire en tombant comme ça. On va chercher les restes comme ça. Sinon, on peut faire les restes comme ça. Ou comme ça. Alors, pour 0, on va en compter combien les restes? On va les compter lesquels? À chaque fois qu'on a un coin. Et les coins, donc la quantité de coins qu'on aura, ben, ça dépendra de la direction, on est d'accord? Parce que si je regarde vers le haut, là je tombe sur 24, puis je tombe pas sur 12, par exemple. 12, il est là en dessous. Si par contre, je regardais dans ce sens-là, là, j'ai le 12, là. Je vois le coin 12, je peux calculer sur H, ça peut être intéressant. Encore dans l'autre sens, bon, c'est le même que 24, mais il est en trop, parce qu'il y a juste à rajouter 1, il nous ennuie. Donc, le nombre de restes qu'on aura à faire, ça dépendra donc de la direction de la coupe, déjà. Et cela, c'est normal, parce qu'en fait, ça revient au théorème de Gödel-Badman, une nouvelle fois, non pas de Gödel, de D'Artagnan-Batman. C'est donc le théorème de Batman, celui qu'on va simplifier en termes de Batman, qui dit donc simplement, si donc je regarde par rapport à 2, une coupe 2, quand je regarde par rapport à une coupe 2, ce qui va sortir c'est 32, 24, 20, 18, 25, 15, 9, 27, par une coupe 2, ce qui sera équivalent à regarder les briques juste de l'étage de la base. Le théorème de Batman, c'est-à-dire que quand je regarde une pyramide par le dessus, les briques que je vois, elles correspondent à celles qui sont dans l'étage tout en bas. Une pyramide vue par le dessus, c'est comme si je voyais simplement la face du bas, à partir du moment où il y a toujours une brique sous une autre brique, qui correspond à la face du bas. Donc là, dans notre cas, ça serait
une forme comme ça, là, qui ressemble à du 25, là, avec la paf, un 15, et on remonte là comme ça, un 9, un 27, un truc comme ça. Et là on a toutes nos briques. En sachant que celles qui sont derrière, ces deux-là, là, c'est 1 et 3. Ça c'est 9 et ça c'est 27. D'accord. Ça c'est la face du bas du truc qui est là-bas. C'est la face tout en bas. Et ça correspond à ce qu'on voit par-dessus. Quand on est au-dessus de la pyramide, on voit... Si je suis au-dessus de la pyramide, je vois 32. Je vois 25. Je vois 18. Je vois 27. Je vois 20. Quand je suis au-dessus, hein. Par rapport à la direction 2, je vois 20, je vois 30 et je vois 25. C'est donc qui correspond à ça en termes de forme, mais pas avec les mêmes briques. C'est ça le théorème de Batman, hein. C'est pas autre chose que ça. Tu prends par le dessus, tu regardes, tu fais une projection. Donc Batman, c'est bien une projection. Hein. Quand il appelle les flics et fait une projection dans le ciel, c'est Batman. Ah, mais c'est pour ça que j'ai appelé ça le théorème de Batman. Parce que c'est une simple projection. Mais ça reste une projection importante. Parce que cette projection, elle dit plein de choses. Donc le théorème de Batman, on va l'écrire déjà. Après, on reviendra sur nos restes. Là, je fais la digression théorème de Batman. On va l'écrire déjà. C'est pas autre chose que ça. C'est que si je prends l'ensemble des produits de PI, alpha I, avec I, c'est-à-dire PI appartenant à P. P, c'est un ensemble, c'est la famille libre. P, c'est une famille libre. Une famille libre. Une famille libre de nombres, qu'on peut dire premiers, mais de nombres avec lesquels on fait nos pyramides. Bon, on va dire de cardinal fini, hein. Parce que pour l'instant, on étudie quand même les pyramides finies. On verra les finis plus tard. Donc pour l'instant, on étudie quand même en fini, ça sera plus simple. Donc une famille libre, ça peut être 2, 3, 5, 7, 11, ça peut être autre chose. Tant qu'elle est libre, qu'elle est finie, de nombre réel supérieur à 1. Le produit de PI, donc PI appartenant à P, produit de PI puissance alpha I, avec alpha I appartenant à Z. L'ensemble des produits de PI, donc l'ensemble de ce qu'on peut définir par une telle famille libre quand on fait une pyramide, alpha I appartenant à Z, est tel que produit de PI puissance alpha I, donc ce nombre-là, sont compris entre N, on va dire N, entre N sur PI, PJ, entre N sur PJ et N, inférieur ou égal. Ça commence à devenir compliqué. Inférieur ou égal, ici, et là c'est inférieur strict. Donc on prend N sur PJ, c'est un PJ, et ça, on va l'appeler ça CJ. CJ, donc c'est l'ensemble des... CJ, c'est la coupe J. Coupe par rapport au nombre J. Donc nous, par exemple, c'est 2, ça serait 2. Sauf que c'est pas J qui vaut 2, c'est PJ. Dans le cas qui vaudrait 2. Donc la coupe J, c'est l'ensemble des produits de PI puissance alpha I appartenant à Z, tels que ces produits-là sont compris entre N c'est un nombre qu'on a défini, c'est la valeur, et N sur PJ. Ça c'est la coupe, et ça, on va dire, ça donc c'est celui-là. Et celui-là, on va dire, c'est similaire en cardinal déjà, mais également en position des trucs, à l'ensemble qu'on va appeler P J bar, parce qu'il n'y a pas J dedans, qui est une pyramide des pays appartenant à P, moins PJ, des pays puissance alpha I appartenant à Z, et tel que, on est pareil, mais sauf que c'est 1 ce coup-ci, 1,
faire un produit des pays puissance alpha i qui est inférieur ou égal à n. Donc s'ils sont inférieurs à, ils sont compris entre 1, sauf que celui aussi ils sont ouverts, entre 1 et n. Donc la coupe, c'est-à-dire que si on prend par exemple l'ensemble des nombres entre 32 et 16, l'ensemble des nombres entre 32 et 16, mais 16 on ne le prend pas, hein. L'ensemble des nombres entre 32 et 16, il y en a autant que l'ensemble des nombres entre 0 et 32, mais qui ne sont pas divisibles par 2. Ça c'est valable pour 2, 3, 5, mais même si on prend n. Si on prend l'ensemble des nombres entre 0 et 16, divisibles par tout, on va dire, ben, il y en a combien? Ben, il y en a 16. C'est égal à l'ensemble des nombres entre 0 et 32, mais qui ne sont pas divisibles par 2, ben, il y en a 16 aussi. On peut faire ça par 3. L'ensemble des nombres entre 32 et entre 10 et 32, qui sont divisibles par... entre 10 et 32, bon, à peu près. Hein. 32, on divise par 3, donc on a 10,6. Donc on va dire, ça va de 32 moins 10, il y en aura 22. Il y aura 22 nombres entre... Et si on prend l'ensemble des nombres entre 1 et 32, qui ne sont pas divisibles par 3, j'espère pas faire de bêtises. On peut penser qu'il y en a 22 aussi. Ah ben ça doit être bon. Ça a l'air con, mais c'est ça le théorème de Batman. Ça donne donc un théorème comme ça. Et c'est valable, donc quelle que soit la pyramide. Là j'ai pris les nombres que vous connaissez, là quand j'ai fait ce calcul devant vous. Mais ça peut être quelle que soit la pyramide. Bon, c'est comme ça. C'est ainsi. Ça c'est le théorème de Batman. Et donc tout à l'heure quand on disait nos restes, on prend les restes par-dessus. Il reste comme ça, en tombant de la pyramide. Dans ce cas-là, vous êtes d'accord, c'est un nouveau une projection. Dans ce cas-là, cherchez les restes par rapport à ça. Le nombre de trucs que vous devrez calculer, le nombre de restes, ça sera autant que le nombre de points que vous aurez là. Donc ça sera défini par la forme. Donc il y aura ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ils seront comme ça. Là. Donc on pourra faire ça, calculer exactement le nombre de restes qu'il faut, si c'est nécessaire. Ça peut être un de Batman, on a une pyramide de temps inférieur, et en calculant ce nombre de trucs. Tu dois se calculer, mais c'est pas non plus une chose évidente non plus. Et donc après, j'avais une formule qui calculait ça, donc c'est bon. Après, ce qu'il faut, je vous la sortirai un autre coup. Là j'ai un peu la flemme. Après, ce qu'il faut donc étudier, donc qu'est-ce que sont ces restes, quels sont ces restes qui tombent. Donc là on peut voir, là c'était juste pour calculer le cardinal dont on pourrait avoir besoin. Quels sont les restes qui tombent? Alors si on prend en dimension 2, en dimension 2, puis on va prendre en dimension 3. Si on prend en dimension 2, on part sur le même 32, 25, c'est bien. Mais enfin, imaginons, on part ici, c'est un point où ça touche. On considère que ça touche. Si ça ne touchait pas, on pourrait faire différemment. Mais on va dire que ça touche. Ça touche, et là on a 1. Là on a A. Et si on va dans l'autre sens, bon. Là on aurait A. On aurait 1. D'accord. Et là, vous voyez, ça touche à nouveau, mais c'était pas voulu. Donc, on va faire un truc pour pas vous brûler l'esprit. Là, on va dire, là, c'est 1. On va dire que ça touche pas, là. Là, c'est 1. Là, ça touche. Là, ça touche pas à un quadrillage. C'est A. Comme ça, là, qui touche pas forcément par tout le quadrillage. Non, donc, on a A aussi, là. Et là, on a 1. Alors, quel est le principe? D'un côté, quand on aura un truc comme ça avec un escalier, d'un côté, il y aura toujours 1. Ce sera toujours 1 qui sera opposé. C'est un quadrillage. Dans la pyramide, ce sera toujours des pas de 1. De l'autre côté, le truc qu'il y aura là. La pente, elle est constante. Donc ce truc-là qui arrive, on le connaît. C'est un truc constant. Le A, je vous le donne, c'est ln de 3 sur 2 pour nous. Qui vaut environ 1,5. Et en fonction de si c'est pas 3 et 2, vous mettez les bases que vous voulez. C'est juste dans d'autres exemples avec 2, 3 qu'on aime bien, c'est 3 et 2. Et là, par exemple, dans la pyramide qu'on a, on en a 3 différents. Bon, on en aura 3 différents. Hein. Mais déjà, on va partir sur celui qu'on connaît, 2, 3.
ln de 3, la belle ln de 3, donc ln de 3 sur ln de 2, A. Imaginons que je continue, je fais un escalier comme tout à l'heure. Eh bien, je continue, pam. Et donc j'aurai un nouveau, donc j'aurai 2A. Donc la suite qu'on aura, c'est KA, la suite des KA, donc, qui est égal donc, à K, ln de 3 sur ln de 2. Vous allez me dire, ouais, mais tôt ou tard, ça va dépasser ce truc. C'est un reste, bon, peut-être qu'au départ, c'est 0,5 ou un truc comme ça. Ou, dès le début, d'ailleurs, c'est 1,5. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est. Ce qu'on prendra, c'est K ln de 3 sur ln de 2 moins partie entière de K ln de 3 sur ln de 2. C'est ça le vrai truc qu'on va chercher. K ln de 3 sur ln de 2 moins partie entière de ln de 3 sur ln de 2. Ça, c'est notre suite de reste qu'on cherchera. D'ailleurs, là, j'ai égal, c'est plus égal. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. Ça, c'est le reste pour K. Ça, c'est le RK, le reste K. On parle sur là, c'est 0, là, c'est 1. Si on remonte comme ça, par exemple, si je dis que là, c'est 0, là, c'est 1, là, c'est 2, ça sera ça, la suite des restes qu'on aura. K ln de 3 sur ln de 2 moins à partir entière de K ln de 3 sur ln de 2. Ça, c'est notre reste. Ils seront tous différents. Hein. De toute façon, s'ils n'étaient pas différents, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont égaux, et donc on aura une pente rationnelle. Donc ils peuvent être que tous différents. Je vous laisse démontrer ça si vous voulez. Peut-être qu'on le fera en dimension 3 pour le même truc, mais là, c'est ils sont tous différents parce que sinon on aura une pente rationnelle. K ln de 3 sur ln, ils sont tous compris entre 0 et 1. Et donc, quand on a plusieurs dimensions comme ça, on a le même truc. On a donc le truc dans cette direction-là. Ok, ce qu'on va faire. On a le même ici. Sauf que ça sera pareil, sauf que ça sera dans la direction, ça sera K. Par exemple, ça peut être ln de 3 sur ln de 5, par exemple. Moins partie entière de K ln de 3 sur ln de 5. C'est un exemple, hein. Ça peut être ça. Et imaginons qu'on fait un zigzag. On descend ici, puis on descend comme ça. Il faut comprendre que nos restes, ils sont les mêmes, quelle que soit la direction où on va. Donc, le reste au-dessus de 30, qui est là, au-dessus de l'angle 30. Le reste au-dessus de l'angle 30. Au-dessus de 30, j'ai ma brique là. Je prends le coin là, 30, je remonte. Il y aura un reste ici, je veux dire, par rapport à l'hyperplan espace vectoriel, il y aura un reste. Mais ce reste, je veux dire, il sera le même, quelle que soit la direction. Après, il n'y aura pas 3 restes, il n'y aura pas 12 restes, il y en aura un. Il y en aura un, c'est-à-dire que je pars ici, je vais comme ça, paf, j'ai le même reste. Je pars ici, je vais comme ça, paf, j'ai le même reste. Donc déjà, on sent qu'il y a une sorte d'opération. Parce que ça, bon, c'est une sorte d'opération d'un côté. De l'autre côté, c'est une sorte d'opération aussi. Et c'est ce que l'on aime bien, c'est ça. Et donc, quelle est cette opération? Eh ben, on va dire que d'un côté, on aura un ensemble de restes qui va être défini par ça. Et si on prend un point au hasard de RK, je prends un RK, je prends un RJ donné. Et après, je vais RJ, c'est celui-là. Et après, je pars de RJ dans un truc comme ça. Je veux dire, je prends RJ, et ben, je vais justement rajouter un plus ça. Donc, à la fin, on a RJ plus. Cela on va appeler les RK, cela on va les appeler les QK. Voilà. QK est égal à ça. Donc RJ plus QK par exemple. Là on prend un RJ plus un QK. Avec J est différent de K, mais même pas forcément. Mais dans le cas général, c'est J différent de K. RJ plus QK, on obtient quoi? On obtiendrait J ln de 3 sur ln de 2 plus K ln de 3 sur ln de 5 moins partie entière de... Les parties entières elles se somment, donc c'est bien. Vraiment, non, ça ne somme pas, non, c'est pareil. K ln de 3 sur ln de 2, bon, c'est J, c'est pas K, moins partie entière de K ln de 3 sur ln de 5. Donc K.
Alors, est-ce que les parties entières se somment ou pas? Alors, si j'ai 1,5 plus 2,5, la partie entière de 1,5 c'est 1, la partie entière de 2,5 c'est 2. Et la partie entière de 1,5 plus la partie entière de 2,5 c'est 3. Mais la partie entière de 1,5 plus 2,5 c'est... la partie entière de, entre parenthèses, 1,5 plus 2,5, c'est 4. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Enfin, donc celui-là on va le mettre à côté. Alors, en gros, ce qu'on pourrait dire... Par contre, ce qu'on cherche, c'est un reste. Nous, on cherche un reste. Est-ce que les restes se somment, par contre? Alors là, oui, par contre. Donc, si je prends 1,5 plus 2,5, ou 1,5 plus 2,3, par exemple. Bon, on va rester sur 1,5 et 2,5. 1,5 plus 2,5, ça veut dire c'est 4. Les parties entières, c'était 3 ou 4. Si je prends le reste de 1,5, c'est 0,5. Le reste de 2,5, c'est 0,5. Le reste de 1,5 plus 2,5, c'est égal au reste de 4, c'est 0. Donc le reste de la somme, c'est 0. Et si je prends la somme des restes, j'obtiens 1. Mais 1, c'est pas un reste, donc c'est 0. Donc la somme des restes, les restes, une somme de restes, ça reste encore... une somme de restes, c'est un reste de somme. Alors on peut essayer de démontrer ça. Reste, est-ce que la somme, est-ce que Rx plus Y égale Rx plus Ry? On va le démontrer, hein, dans un virage. Alors qu'est-ce que R de X? R de X, c'est égal à X moins la partie entière de X. R de Y égale X et Y moins la partie entière de Y. R de X plus R de Y, R de X plus Y, c'est égal à X plus Y, moins la partie entière de X plus Y. Et R de X plus R de Y, c'est égal à X plus Y. R de X, Rx plus Y, moins la partie entière de X, moins la partie entière de Y. Alors là, c'est marrant parce que... on s'est dit, là, il y a un truc qui va pas, là. Parce qu'on a dit que pour les parties entières, ça marchait pas. Alors, si ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Alors, qu'est-ce qui va pas? Dans l'exemple qu'on vient de donner, parce qu'il faut faire les choses de manière rigoureuse. R de X plus Y, R de X plus R de Y. R de X plus R de Y. Ah ben, alors... Imaginons donc alors, on va partir sur l'exemple pour comprendre ce qui ne va pas. Alors, si x est égal à 1,5 et y égale 2,5. X plus y, ça vaut 4. Partie entière de x plus y égale 4. Et r de x plus y égale 0. On est d'accord. Partie entière de x, ça vaut 1. R de x égale 0,5. Partie entière de y, ça vaut 2. Et R de y. Ah, je sais, c'est chiant, mais il faut faire ce genre de truc, sinon après on n'y arrive pas, on se fait les passes sous. C'est les bases, après une fois qu'on connaît les bases, c'est mieux. Là, il faut juste les apprendre pour ne pas se tromper. Partie entière de x, partie entière de y, 1, 2, Rx, Ry, 0,5, 0,5, ok. Donc x est égal à partie entière de x plus Rx, y est égal à partie entière de y plus R de y, c'est logique, hein, c'est ce qu'on cherche. Et donc, le reste de x plus y, x plus y, le reste de x plus y. Ah non, mais c'est ça, voilà. Non, mais, donc la bonne opération, c'est ça. Donc ça reste assez simple. Reste de x plus y. C'est bien égal à reste de x plus reste de y. Sauf dans le cas où ça vaut 0. Sauf dans le cas où x, y vaut 1, dans ce cas-là, ça vaut 0. Il y a une exception. Donc il y a juste une exception. Sinon, tout le temps, ça vaut, c'est bon. Par contre, si x plus y, c'est même pas si ça vaut 0 d'ailleurs.
si ça... même si ça dépasse, moi j'ai l'âge 0,8 et 0,4, ça fait 1,2. Donc c'est égal à R de x plus y, moins, partie entière de R de x, partie entière de R de x plus R de y. Ah, c'est chiant les opérations avec les entières et R. Mais il faut être rigoureux là-dessus. Donc le reste de x plus y, c'est égal à reste de x plus reste de y, moins partie entière du reste de x plus reste de y. C'est ça la bonne formule. C'est la bonne formule des restes. Bon, ça c'est bon. Au moins ça c'est fait. C'était chiant à faire, fallait le faire. Et donc après on part sur la suite. Donc on revient sur notre pyramide. On le met là. Donc ce que l'on souhaite, c'est cette merde à la cour là. Donc on a J. C'est l'exemple. Hein, bon. Imaginons j'ai un J ln de 3. J ln de 3 sur ln de 2. Plus, on a dit quoi? Plus K. ln de 3. Mais ce coup-ci sur ln de 5. C'est un exemple. Hein. Dans ce cas-là, on obtiendrait... ce qui est rendu, c'est que ces exemples sont donnés un petit peu de manière alambiquée. Parce que j'ai choisi... en fait, le mieux, c'est définir à la base nos directions qu'on préfère. La direction privilégiée, c'est celle-là. Dans celle-là, c'est bon. C'est ln de 3 sur ln de 2. OK. Et l'autre, c'est celle-là. Et on va dire... la deuxième, on va dire, c'est celle-là. Le mieux, c'est choisir à la base ce qu'on veut. La deuxième, c'est celle-là. Et là, c'est 2 et 5. Donc là, c'est ln de 3 sur ln de 2. Là, ça va être ln de 5 sur ln de 2. Donc on va dire plutôt, là, on va mettre 5. Hein. On va pas faire exactement le même exemple qu'au côté, mais on va partir sur un truc plus cohérent. On va partir sur 3, 2, 5, 2. Donc on va dire ln de 3j, 5k sur ln de 2. Imaginons que je pars là-dessus. Donc quand je pars sur ln de 3j, ln de 5k sur ln de 2. ln de 3j, 5k sur ln de 2. Moins. Alors, quand je fais ça, ln de 3 puissance j, 5k sur ln de 2. Est-ce qu'il y a un cas déjà où on peut se dire, bon, des cas d'égalité entre ça et ça? Non. 2, 3, c'est des choses différentes. Ça nous fait penser à battement tout de suite. Là, on a une pyramide 3j, 5k, il n'y a pas de 2. Et, donc, c'est la pyramide, la base, là, à nouveau, celle de tout en bas, le truc du bas. Et on va le comparer à un truc, un ln de 2. Et puissance de 2. Alors, où est-ce qu'on va en venir là? Donc, on revient là-dessus. On va dire nos RK. Ce coup-ci, les RK. Parce que c'est pas complètement clair ce que j'ai fait. On va refaire ça. RK, c'est égal, donc l'ensemble des K ln de 3 sur ln de 2. D'accord. Moins partie entière de K ln de 3 sur ln de 2. Ça, c'est RK. RK, c'est notre truc, on part de 32, et donc on va dans un sens, on va dans l'autre, l'ensemble des restes qui sont là comme ça. Ça, c'est les RK. Après, on avait appelé ça QK, mais c'était ici, là, on va donner un autre nom. On va appeler ça les PJ. PJ, on va dire l'ensemble des K ln de 3 sur ln de 2. On va appeler ça donc l'ensemble des J ln de 5, ce coup-ci. Sur ln de 2, moins partie entière de j ln de 5 sur ln de 2. Quand on a cet ensemble-là, l'ensemble de j ln de 5, c'est celui qui part ici comme ça. On est d'accord que ce qu'on a dit, c'est que cette pente-là, je pars d'ici par là, ben, j'ai la même ici. Et si je pars de là, ben, j'ai la même là. En gros, ce sera la même pente parce que c'est un plan. Un plan que je pars dans un sens ou dans l'autre, après, paf, c'est droit. Donc si j'ai cette pente-là qui est comme ça, je pars dans l'autre sens comme ça, le reste va s'ajouter. Donc en fait, après, le truc qui est défini ici, c'est l'ensemble des grands restes, on va appeler ça, des R, RJ. L'ensemble donc des
des K ln de 3 sur ln de 2 plus J ln de 5 sur ln de 2 moins celui qui est là, moins E. Je ne vais pas les réécrire, j'ai la flemme. On va écrire moins celui-là, moins celui-là. Donc cet ensemble-là, on va définir ce que c'est exactement. Bon, déjà, il y en a un, c'est simple, celui-là. Voilà, ici. Et le deuxième qui nous embête, bon, on va le faire tout de suite, là. Celui-là, là, on met à côté. Celui qui nous embête, c'est quand même le... Si on prend partie entière, le K ln de 3 sur ln de 2 plus partie entière de J ln de 5 sur ln de 2. Quelles sont ces normes qu'on va définir? C'est vrai ça. On va dire c'est l'ensemble des déjà des parties entières de K ln de 3 sur ln de 2 plus J ln de 5 sur ln de 2, sauf dans les cas où ça ne marche pas. Et quels sont les cas où ça ne marche pas? C'est les cas qu'on a vu tout à l'heure. Qui sont définis ici. Donc dans quel cas exactement deux parties entières ne sont pas égales à leur somme, donc ben, quand la somme des restes elle était plus grande ou égale à 1. Quand la somme des restes est plus grande ou égale à 1. Et là justement on est en train de définir une série de restes. C'est intéressant. C'est une sorte de chat qui se mord la queue. Hein. Donc d'un côté on aura ce truc là. La partie entière à la limite, ça plus ça, plus 1, ou pas. Ou pas. C'est le premier truc. Plus 1 ou pas. Et de l'autre côté, on aura le K ln de 3 sur ln de 2 plus J ln de 5 sur ln de 2. Donc en fait, on aura moins. Donc d'un côté, le nombre qu'on aura, c'est donc le truc qui est ici. ln de 3 puissance K, 5 puissance J sur ln de 2, moins partie entière de ce nombre-là. ln de 3 puissance K, 5 puissance J sur ln de 2, moins 1 ou pas. Moins 1 ou pas. Il nous ennuie ce moins 1 là ou pas, on est d'accord. Et surtout que ce moins 1, c'est que quand on fait la somme de deux nombres, parce que ce moins 1, en fait, ça peut être moins K ou moins un ensemble, moins un nombre entier qui peut être plus grand si c'est pas la somme de deux nombres, c'est la somme de plein. Parce que là, c'est le cas de la somme de deux nombres. Donc on a toujours un problème là-dessus. Et donc, par exemple, si on repart de notre exemple à la base, ln de 3 sur ln de 2, on va repartir de celui-là. On va vérifier à nouveau principe de récurrence, ce qui se passe dans les petites échelles, et après on verra la suite. Là, on va peut-être le mettre là pour une fois. Hop. Alors, par contre, là, on va regarder bien avec Excel, parce qu'Excel, ça aide. Parce que moi, quand les calculs, j'ai fait pas de tête à ce niveau-là. Quand c'est des logarithmes, des trucs précis comme ça, non. Moi, ln de 3 sur ln de 2.
1,58. Donc 1,584. Alors ce qu'on va faire, c'est... On va faire le produit. Hein. Allez, c'est parti. Donc j'obtiens 1,58, 3,16, 4,74. Alors, d'abord j'ai 1,58. Donc ln de 3 sur ln de 2. ln de 3 sur ln de 2. J'ai environ 1,584. Ce qui fait que le premier reste, le reste 1. Bon, si on a pris R0 est égal à 0, bon, ça c'est le classique. Puis R1, c'est 0,584. Avec de l'autre côté une brique qu'on peut dire E1, c'est égal à 1. Et c'est bien parce que E1, quand on cherche E1, de l'autre côté, c'est les briques, c'est bien de pouvoir les compter. Donc autant savoir où on en est. Tiens, déjà un reste 0,584. De l'autre côté, j'ai 1 en brique. Autant le mémoriser aussi dans l'algorithme. Après, j'ai 3,16. Après, ce que j'obtiens, c'est 3,16. Quand je multiplie par 2, j'ai 3,16. 3,16 R2, c'est 3,16. De l'autre côté, j'ai E2, qui est égal à 3. Ce qui signifie dans les dessins, par exemple, si je pars de là j'ai 0. Après, là, j'aurai 1. Après, là, j'en aurai 2 d'un coup de brique. Là, j'ai un truc qui part comme ça. Après, R3, 0,16. R3, 0,75. 0,75. Donc ça me fait R3, ça me fait 4. On est d'accord. Je sais plus trop où je voulais en venir. Alors, donc on part d'ici, on remonte, et donc la suite qu'on aura, c'est 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, ça c'est la suite qu'on aura. Donc c'est soit plus 1, soit plus 2, à chaque fois, plus 1 ou plus 2. Pour cette pente-là, avec une pente différente, ça peut être beaucoup plus, mais là c'est plus 1 ou plus 2 pour cette pente-là. Plus 1, plus 2, plus 1, plus 2. Et ça dépend. Et l'autre pente, alors, à un moment donné, quelle était la question que je me posais? Alors, imaginons, je fais un reste plus un autre reste. Il fait RJ, et là j'ai RK. RJ plus RK. RJ plus RK, je veux dire, ça se somme les restes, oui. Ça donnera RJ plus K. Mais avec ce truc-là, quand même, qu'il faudra penser. Donc on a RJ plus K ou RJ plus K moins 1. Et là, par contre, ça sera que moins 1, la possibilité. Parce que vu que le reste est entre 0 et 1, la somme des deux, ça sera entre 0 et 2. Donc, et vu qu'on veut que ce soit entre 0 et 1, donc RJ plus K, il y aura vraiment une égalité, même si là c'est un nombre irrationnel avec des infinités de chiffres imparables, ça se trouvera pile, mais à 1 près, quoi. À 1 près. Mais quand même, c'est une forme de sommation. Alors, si on fait la fonction qui est fonction addition de reste, une fonction addition de reste, entre deux restes, ça donne un reste. Et ce reste, c'est bien, et ce reste, il correspond à la pyramide. Donc on pourra créer comme ça, on peut par exemple imaginer une pyramide duale. Une pyramide qui, à la place des chiffres, des nombres, donne les restes. Et cette pyramide duale, alors elle ne sera pas multiplicative, mais elle sera d'une certaine manière additive en fonction des directions. Et alors, cette pyramide duale des restes, là il y a une forme d'additivité. Donc ce reste-là, moins ce reste-là. Imaginons, on va vérifier si ça marche. Imaginons, j'ai R1 et R3. R1 plus R3, c'est 184, 0,75. J'aurai environ 1,3, quoi, un truc comme ça.
ça fait exactement 1,33. R4, R de 1 plus 3, on va appeler R4. R4, R1 plus R3. Regarde, ça vient 1,4. 1,30 là. 75 et après c'est quoi? 1,3395. Parce que j'enlève 1, donc ça sera 0,3395. Et si je fais l'inverse, je fais 0,3395 moins R4 moins R3, ça moins ça, j'obtiens moins celui-là, quoi. Enfin, moins plutôt 1 moins celui-là. J'obtiens 1 moins celui-là. On va rajouter 1 et on retombe sur celui-là. Donc en plus ou moins 1, ça devrait marcher. Et si par contre je prends deux nombres, si je prends R7 qui est égal à 11,9, R7 plus R11, alors on va vérifier. Hein. Si je prends R7 plus R11, on obtient quoi? On obtient 28,52. Et R7 plus R11, c'est bien R18. Donc c'est logique. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc il y a une forme de pour les RS qu'on a. Il faut penser un petit peu comme la gamme harmonique. Des fois, c'est une façon de compter la gamme harmonique. Quand on apprend à compter comme une gamme harmonique, écoutez, tu fais plus, moins, tu multiplies, à la fin tu obtiens une note. Donc vous faites une transposition. C'est comme les pierres de Rosette. Voilà. Et donc là pour l'instant c'est additif. Et donc après, c'est additif donc dans cette direction, mais c'est pareil pour l'autre. Imaginons que je parle de cette direction et je change du bifurque pour aller dans l'autre. Ça reste bon. Il y a juste l'histoire du plus ou moins 1. Cette correction-là, mais la correction, bon, il suffit de prendre qu'à chaque fois, le truc qu'on obtient, il faut le refaire entrer dans 0,1 et c'est bon. Et alors là, on a un truc qui est additif dans toutes les directions. Ah, c'est bien, c'est ce que l'on cherchait. Comme ça, et comment après rapprocher ça à une sphère, vous allez dire? Parce que là, on a donc toujours toute une série de nombres qui sont toujours entre 0 et 1. Ils sont entre 0 et 1, ils ne sont pas ailleurs. Hein? C'est ça la vraie question. Ah ben même, s'ils sont entre 0 et 1, quand bien même, on peut considérer qu'il y a une pente qui donne une direction, une autre pente qui donne une autre. Alors, est-ce que ça peut marcher sur une sphère? Ben, pourquoi pas? Et c'est là la difficulté du jeu, franchement. Donc vous voyez l'idée. Faut pas oublier donc le fait, la suite, là, on fera ça une autre fois parce que je suis fatigué, j'ai mal au ventre. Donc faut pas oublier que dans un cercle, on fait toujours entrer un triangle de Pythagore. Toujours dans un cercle. Que la sphère c'est x carré plus y carré plus z carré qui est égal à 1. C'est une forme de super Pythagore comme relation. Que là-bas, notre pyramide, c'est que des trucs comme ça, là. Avec un angle droit ici et du Pythagore. Que l'autre côté, la liaison de notre pyramide, pour une base donnée, pour B1, B2, B3, la liaison qu'on aura, c'est Ln de B1 sur Ln de B2, fois Ln de B2 sur Ln de B3, fois Ln de B3 sur Ln de B1, qui est égal à 1. Bon, je viens de dire, c'est une évidence. C'est une évidence, mais c'est quand même que la somme des trois pentes comme ça, enfin, le produit plutôt des trois pentes comme ça va avoir un 1. Ça semble une évidence, mais c'est juste une évidence parce qu'on a l'habitude. Est-ce que c'est si évident que ça? Peut-être pas. Que de l'autre côté, si on prend donc ces données-là, on aura des nombres aléatoires dans un sens et dans l'autre, qui pourront donc se sommer, et se sommer donc de manière commutative. Et ce que l'on aimerait, donc, c'est arriver comme ça à retomber sur une sphère. Je ne sais pas si on va y arriver ou pas. Et donc, après, notre sphère, je ne sais pas si j'en ai parlé aujourd'hui ou pas, parce que vu que j'ai fait 2 fois le cours, des fois je suis perdu, je ne sais plus ce que j'ai dit ou pas. Parce que d'abord j'ai tourné le cours, et c'était surexposé, alors je vais le refaire. Parce que je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Et si, c'est ce que j'ai dit, je ne me rappelle plus si ce que j'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure ou si je l'ai dit maintenant. Mais, en gros, imaginez une sphère x, y, z. On avait déjà cherché les rotations commutatives, on avait vu que ça ne marchait pas.
On s'est dit peut-être que par convention, ça pourrait marcher. Ça peut peut-être marcher par convention, mais il faut quand même que la convention, je veux dire, elle applique à chaque fois. Si je dis, je fais d'abord la rotation par x, puis par y, puis par z, quand même si je fais le produit de deux nombres, il faut comprendre que le produit, il appliquera d'abord x, puis y, puis z. Et c'est ça toute la difficulté quand on cherche la commutativité avec cette convention-là. Après, on peut se dire, alors, au lieu de faire ça, on peut dire x, c'est la coordonnée en x de la sphère, y la coordonnée en y, z la coordonnée en z. On peut faire ça aussi par rapport à une sphère. En fait, x, ça va affecter un truc qui tend, au lieu de tendre vers l'infini, ça va tendre vers 1. Et au lieu de tendre vers moins l'infini, ça tendra vers moins 1. Et ça donnera toujours une coordonnée en x, y une coordonnée y, z une coordonnée à z par rapport à la sphère 1. Il ne faut pas oublier quand même cette relation de liaison qui devrait être respectée. Donc il y aura un problème. Mais ça, ce problème peut être dégagé d'une autre manière. C'est tout à fait faisable en fait. On peut y arriver. Mais le problème, c'est nous, on veut le faire comme ça. On veut le faire comme ça plutôt par les restes directement, que ce soit ainsi. Et alors, on verra si on ne peut pas y arriver. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que de l'autre côté, on a une liaison qui nous embête. Et la liaison nous embête, hein, la liaison de la sphère. De l'autre côté, la liaison de la sphère nous embête. C'est ce qui nous empêche d'y arriver. Alors que de l'autre côté, on a une liaison qui est là. Elle est là, la liaison. Elle est déjà ici. Alors pourquoi ne pas utiliser la liaison qui est là pour recréer une liaison de la sphère? Ah ouais, bon, donc c'est un peu l'idée. Et alors, dans ce cas-là, ça signifierait quoi? Imaginons... je voulais le chercher pour la suite, parce que en fait, c'est pas simple. Et donc à la fin, ce qu'on peut obtenir, c'est d'un côté les modules, la pyramide va définir des modules. Les modules entre 0 et l'infini, de manière dense. L'autre côté, la pyramide, par dualité, va essayer, je dis pas que ça va y arriver, de définir un cercle aussi, de la même manière, un point dans le cercle. Et on voudra donc, en fait, la finalité de ce qu'il y a recherché, c'est qu'à chaque point de la sphère ou du cercle, voilà, ça sera la sphère, à chaque point de la sphère, pour une sphère 1, par exemple, ou une sphère, je vais donner la chose clairement parce que des fois je bafouille tellement qu'on y comprendra. Chaque point de l'espace R3 ou Rn plus tard devrait être défini par un module et donc une direction. Regarde, la sphère ça donne juste la direction. Notre sphère elle est là, elle donne des angles. C'est juste la direction. Et pour une direction, il doit y avoir un module. Dans le sens où ça c'est évident, bon, il y a une direction et un module, bon. Sauf qu'en fait, il doit y avoir une unicité dans le sens, par exemple pour la sphère 1, la sphère 1 c'est module 1, il doit y avoir une seule direction possible. Là on comprend l'idée, hein. Par exemple, module 1, il y aura donc un seul point de défini. Tous les autres points de la sphère, en module 1, il n'y en aura aucun. C'est l'idée. En gros, en module 1, il y aura un seul point, ça peut être par exemple 1, et tous les autres, ils n'y seront pas là. Par contre, si je fais 1 plus epsilon, module 1 plus epsilon, je définis 1 plus epsilon pour le module. La sphère, il y aura un autre point, mais ça ne sera pas la même direction. Par contre, ça sera une direction différente. Et de la même manière, si je reviens à la sphère de module 1, il y aura donc un seul point dans la sphère. Ce qu'on recherche, c'est ça, un seul point dans la sphère pour un module 1, mais par contre, pour la même direction, il n'y aura pas d'autres points avec le même module, il n'y en aura pas. Donc on veut pour chaque direction donnée un seul point, et pour chaque module donné un seul point. Et ça, quand on pose le problème comme ça, on se dit, ah, c'est peut-être faisable alors. Parce que là, c'est peut-être faisable. Et on voit en plus de ça qu'il y a une multiplication commutative. Donc on cherche une multiplication commutative avec ce genre de définition, l'ensemble R3, puis après Rn. On se dit, ça doit être faisable. Et donc, c'est pour ça que je cherche comme ça. Pour après, si à chaque... et ça, simplement, une telle définition, simplement dans un ensemble dénombrable à chaque fois. On prend les modules dans un ensemble dénombrable, les directions dans un ensemble dénombrable. Et on veut ainsi définir un sous-ensemble dénombrable de R3 ou plus tard de Rn, qui soit à la fois dense, et multiplicatif et commutatif de cette manière, et qui soit quand même naturel, dans le sens où ce soit naturel.
Que ce ne soit pas alambiqué, que ce ne soit pas simplement une solution mathématique, dire ça existe, ok, c'est bon. Non. On veut la construction qui va avec. Donc, quelque chose de naturel, quelque chose de construit. Et ce qui est en train de se bâtir ici. Et je ne dis pas forcément que c'est révolutionnaire parce que ça ne m'a pas l'air très révolutionnaire. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est tout. À plus tard. Vous avez compris l'idée là, j'espère. Et donc, l'idée, ça sera quand même de partir de la même pyramide, définir par la même chose, par exactement le même concept, définir à la fois le module et également la direction. Allez, à plus tard.